Du pouvoir dans la mafia à témoin pour le gouvernement, voici Samy the Bull Gravano, l'homme qui a fait tomber John Gotti. Salvatore Gravano est né le 12 mars 1945 à Bensonhurst, un quartier de Brooklyn, dans la famille de Giorlando Giri et Caterina K. Gravano. Sa mère Caterina, née en 1906 dans la région des Pouilles au sud de l'Italie, avait immigré aux États-Unis lorsqu'elle était enfant. Son père, né en 1901, était arrivé illégalement sur le sol américain, après avoir sauté d'un navire au large du Canada, aidé par son frère aîné Alfonso Gravano, déjà bien implanté dans le milieu du trafic d'alcool pendant la Prohibition, et membre assermenté de la mafia sicilienne. Alfonso faisait partie de la Sunset Fleet, un réseau qui convoyait de l'alcool par le fleuve Hudson et d'autres voies navigables de New York. Ces cargaisons arrivaient au Fulton Fish Market avant d'être revendues aux bars clandestins de la ville. Sur la côte ouest, son réseau acheminait l'alcool du Canada jusqu'à l'Oregon, près de la Bull River. Jerry, le père de Samy, avait été pêcheur en Sicile. Aux États-Unis, il devient peintre en bâtiment, participant à l'essor fulgurant de New York. Plus tard, lui et sa femme ouvrirent un petit atelier de confection, profitant du talent de couturière de Caterina, et parviennent à offrir un niveau de vie honorable à leur famille. À l'âge de 13 ans, Gravano rejoignit un gang de rue influent de Bensonhurst, les Rampers. Un jour, après qu'on lui eut volé son vélo, il s'attaqua sans hésiter aux voleurs, plus âgés que lui. Des mafieux, assis à la terrasse d'un café voisin, observèrent la scène. Impressionnés par son courage, ils ordonnèrent qu'on lui rende son vélo. L'un d'eux lança alors que le petit Samy se battait comme un taureau, lui donnant son célèbre surnom, The Bull. Souffrant de dyslexie, souvent moqué et peu doué à l'école, Gravano fut perçu comme un élève lent. Il redoubla 2 fois, en 4e et en 7e année, et alla jusqu'à frapper 2 enseignants. Jugé ingérable, il fut envoyé dans une école spéciale pour jeunes difficiles, mais fut finalement renvoyé avant ses 16 ans, ses parents signant les papiers de déscolarisation. Son père tenta de le remettre sur le droit chemin, l'obligeant à aller à la messe, mais sans succès. En 1964, Gravano fut incorporé dans l'armée américaine et envoyé à Fort Jackson, en Caroline du Sud. Affecté à la cuisine, il gravit les échelons jusqu'au grade de caporal avant d'être honorablement démobilisé 2 ans plus tard. La mafia était solidement implantée à Bensonhurst depuis des décennies grâce à la famille Profaci qui deviendra plus tard la célèbre famille Colombo. En 1968, il fit ses premiers pas dans le crime organisé par l'intermédiaire de son ami Tommy Spero, dont l'oncle Tommy Shorty Spero était associé à la famille Colombo, sous les ordres de celui qui allait devenir le futur parrain, Carmine the Snake Persico. Gravano commença par des délits de vol, de détournement de camions et de braquage à main armée, avant de se tourner vers des affaires plus lucratives, comme le racket, le prêt usuraire et la gestion d'un cercle de poker clandestin installé à l'arrière d'un club dont il était copropriétaire. Très vite, Gravano devient l'un des favoris de Carmine Persico. Son ascension fut si rapide qu'il devient évident qu'il ferait partie des premiers à être assermenté lorsque la Cosa Nostra rouvrirait ses livres d'adhésion, restés clos depuis 1957. En 1970, Gravano commit son premier meurtre, celui de Joseph Colucci, un associé des Spero, avec qui Tommy Spero entretenait une liaison avec l'épouse de la victime. Ce meurtre valut à Gravano le respect et l'approbation de Carmine Persico. Des années plus tard, il devient le mentor du fils de sa victime, Jack Colucci, qui fit carrière dans la construction au sein du réseau Gambino. Jack ne découvrait que 25 ans après les faits que Gravano était l'assassin de son père. Au début des années 70, Ralph Spero, soldat de la famille Colombo et frère de Shorty, devient jaloux de la réussite de Gravano, craignant que celui-ci ne soit intronisé avant son propre fils Tommy. Cette rivalité atteignit son paroxysme après la mort de Ralph Ranga, un autre soldat de la famille Colombo, appartenant à l'équipe de Spero. Une rumeur prétendit alors que Gravano avait tenté de séduire Sybil Davis, la veuve de Ranga, dans un bar. Gravano affirma au contraire que c'était elle qui l'avait abordé. Ralph Spero utilisa ce prétexte pour rallier des soutiens à son projet, faire tuer Gravano, ou le tuer lui-même. Shorty Spero, lui, crut à la version de Gravano, mais pour éviter un conflit interne, la hiérarchie de la famille Colombo décida de transférer Gravano vers une autre famille, celle des Gambino. Arrivé dans la famille Gambino, Gravano devient l'associé du capo Salvatore Todo Aurelio, qui prit rapidement Gravano sous son aile et devient son mentor dans le milieu mafieux. À cette époque, Gravano occupait un emploi dans le bâtiment et envisagea même un temps de quitter la vie criminelle. Cependant, un ancien associé porta de fausses accusations contre lui auprès du procureur de New York, l'impliquant dans le double meurtre des frères Dunn en 1969. Gravano fut inculpé et, manquant cruellement d'argent pour ses frais d'avocat, abandonna son travail de construction pour se lancer dans une série de braquages, qu'il qualifia lui-même de frénésie criminelle durant 1 an et demi, aux côtés de son associé Alexander Aliboy
Cuorno. Quelques semaines après le début du procès, ses avocats firent annuler les charges, le témoin ayant été déclaré légalement fou. Cette frénésie impressionna Aurelio, qui proposa à Gravano pour devenir membre à part entière de la famille Gambino dès la réouverture des livres d'adhésion. En 1976, Gravano fut officiellement intronisé comme Man Main aux côtés de Charlie Boy Aurelio, le fils de Todo, ami d'enfance de Gravano. En 1978, le parrain Paul Castellano ordonna le meurtre de Nicolas Cibetta, consommateur de cocaïne et d'alcool, impliqué dans plusieurs bagarres publiques et ayant insulté la fille de George De Ciccio, soldat Gambino. Comme Cibetta était le beau-frère de Gravano, Castellano demanda à Frank De Ciccio de le prévenir de l'exécution imminente. Gravano fut d'abord furieux, mais De Ciccio parvint à le calmer, et Gravano accepta la mort de Cibetta comme une sanction méritée. Plus tard, Gravano ouvrit un club clandestin à Bensonhurst, appelé The Bus Stop. Une nuit, l'établissement fut attaqué par un gang de motards déterminés à tout saccager. Une bagarre éclata. Gravano se brisa la cheville, mais les motards furent repoussés. Il se rendit alors auprès de Castellano et obtint l'autorisation de tous les éliminer. Avec Liborio Louis Milito, Gravano traque le chef du gang, le blessa et tua un autre membre. Castellano fut stupéfait d'apprendre que Gravano, pourtant boiteux, avait participé personnellement à cette opération. À l'image de son prédécesseur Carlo Gambino, Paul Castellano privilégiait des opérations plus sophistiquées dans des secteurs comme la construction, le transport routier et l'élimination des déchets, plutôt que les activités de rue traditionnelles telles que le prix usuraire, les jeux d'argent et les détournements de camions. Castellano portait un intérêt particulier au secteur de la construction. Gravano s'associa à son beau-frère Edward Garafolla dans des affaires de plomberie et de travaux de plâtre. Très vite, ces entreprises, ainsi que d'autres investissements, lui permirent de se forger une réputation de gros gains au sein de la famille Gambino et de devenir multimillionnaire. Cette richesse lui permit de construire un vaste domaine pour sa famille à Crime Ridge, dans le New Jersey rural. Il investit également dans des courses de trot attelés, faisant courir ses chevaux. Gravano devient aussi exploitant d'une discothèque très fréquentée, The Plaza Suites. Il aurait tiré environ $4000 par semaine de ce club. Gravano possédait le bâtiment et utilisait le rez-de-chaussée comme siège pour ses affaires. Gravano renforça sa réputation auprès de Paul Castellano en intervenant dans une guerre civile qui éclata au sein de la famille de Philadelphie. En mars 1980, le parrain historique de Philadelphie, Angelo Bruno, fut assassiné par son consigliere Antonio Tony Bananas Caponigro et par son beau-frère Alfred Salerno, sans l'autorisation de la commission. La commission convoqua Caponigro à New York, où il fut condamné à mort pour sa transgression. Philippe Testa fut installé comme nouveau parrain de Philadelphie, et Nicodemo Little Nicky Scarfo devient consigliere. La commission passa ensuite des contrats sur les complices de Caponigro, dont John Johnny Keys, Simon, cousin de Bruno. Gravano reçut le contrat visant Simon. Après avoir créé un lien avec lui, lors de plusieurs rencontres, Gravano, avec l'aide de Liberio Milito et Joseph Timidangelo, enleva Simon au Harley Golf Club à Harley, puis le conduisit dans une zone boisée à Staten Island. Gravano témoignera plus tard de son admiration pour Simon, qualifié de véritable homme, saluant le calme avec lequel il accepta son destin. Au début des années 80, le Plaza Suite était un établissement prospère. Les clients devaient souvent patienter 1 heure pour entrer et le club accueillit des artistes de renom. En 1982, Frank Fiala, un riche homme d'affaires tchécoslovaque et trafiquant de drogue, paya Gravano $40 000 pour louer le Plaza Suite pour sa propre fête d'anniversaire. 2 jours après la soirée, Fiala proposa à Gravano un montant d'$1 million pour acheter le club, bien au-dessus de sa valeur réelle. La transaction devait se faire ainsi. $50 000 en espèces comme à compte, $650 000 en lingots d'or sous le manteau et $300 000 lors de la conclusion officielle de la vente. Avant que l'achat ne soit finalisé, Fiala commença à se comporter comme s'il possédait déjà le club. Après sa sortie du Plaza Suites, Gravano appela Garafolla et organisa une embuscade avec Milito, D'Angelo, Nicolas Nicky Cowboy Mormondo, Michael DeBatz, Thomas Huck Carbonara et Johnny Holmes. Plus tard dans la soirée, Gravano interpella Fiala dans la rue, en lui disant « Hé Frank, comment ça va ?» Surpris, Fiala se retourna et Milito surgit derrière lui pour lui tirer une balle dans la tête. Milito tira ensuite une balle dans chacun des yeux de Fiala, tandis que son entourage et les passants s'éparpillaient en hurlant. Gravano s'approcha alors du corps et cracha dessus. Gravano ne fut jamais inculpé pour ce meurtre. Il avait versé $50 000 à Louis Ippolito, détective du NYPD, plus tard discrédité, pour s'assurer que l'enquête n'aboutisse à aucune piste. Bien qu'ayant échappé à la justice, Gravano attira la colère de Castellano pour ce meurtre non autorisé.
Il resta discret pendant presque 3 semaines et réunit son équipe pour décider qu'il tuerait Castellano si nécessaire. Gravano et Milito furent convoqués à une réunion avec Castellano dans un restaurant de Manhattan. Castellano connaissait les détails des actions de Fiala, mais était furieux que Gravano ne lui ait pas demandé la permission avant le meurtre. Gravano échappa à l'exécution en convainquant Castellano qu'il l'avait tenu à l'écart pour protéger le patron au cas où le coup tournerait mal. Le meurtre de Fiala provoqua également l'intervention de l'Internal Revenue Service, l'IRS. La publicité autour de l'affaire déclencha une enquête fiscale sur la transaction Plaza Suite et Gravano fut accusé d'évasion fiscale. Représenté par Gerald Chargel, il fut acquitté lors du procès. Après le meurtre de Fiala, Gravano continua de développer son empire dans le bâtiment, en se lançant notamment dans le lucratif secteur du plâtre. À New York, l'industrie du ciment était contrôlée par 4 des 5 familles, qui généraient des millions de dollars en manipulant des appels d'offres et en orientant les contrats. Gravano déclara en 1998 « Je contrôlais littéralement Manhattan. Vous vouliez du béton coulé à Manhattan, c'était moi. Tishman, Donald Trump, tous ces types, ils ne pouvaient pas construire un immeuble sans moi. » Gravano se retrouva impliqué dans un conflit avec son associé Louis Di Bono, membre d'un autre groupe Gambino. Gravano et son beau-frère, Eddie Garafola, eurent une réunion avec Di Bono, accompagnés d'un avocat et d'un comptable. Di Bono déclara que seuls 50 000 $ étaient dus. Gravano fit sortir l'avocat et le comptable, et une fois seul avec Di Bono, le frappa violemment dans toute la pièce, à cause de l'arnaque. Dans la Cosa Nostra, frapper un autre membre, Magd, vaut la peine de mort. Di Bono rapporta l'incident à son capitaine Pasquale Pazziconte, qui en informa Castellano. Une réunion fut convoquée. Todo Orello parla en faveur de Gravano. L'Horndorbos Gambino, Agnello O'Neill de la Croce, intervient également pour lui. Castellano ordonna à Di Bono de payer 200 000 $ à Gravano et de mettre fin à leur partenariat. L'incident fit légèrement baisser la position de Gravano auprès de son patron, mais De la Croce, mentor de John Gotti, fit bonne impression sur ce dernier et les autres membres de la famille. Pendant ce temps, le FBI intensifiait ses enquêtes contre la famille Gambino. En août 1983, 3 membres de l'équipe de Gotti, Angelo Ruggiero, John Carneglia et Jane Gotti, furent inculpés pour trafic d'héroïne. Castellano s'opposait à ce que quelqu'un dans la famille traite de la drogue et envisagea de tuer Jane Gotti et Ruggiero s'il les considérait comme trafiquants. Castellano demanda à Ruggiero une copie des écoutes gouvernementales qui contenaient ces conversations. Pour protéger Jane Gotti et Ruggiero, De la Croce retarda la remise des bandes. Lorsque Castellano fut inculpé pour son rôle dans le réseau de voitures volées de Roy DeMeo et lors du procès de la commission, il découvrit que sa maison avait été écoutée grâce aux bandes Ruggiero et entra dans une colère noire. En juin 1985, il exigea à nouveau que De la Croce obtienne les bandes. De la Croce tenta de convaincre Gotti et Ruggiero de coopérer, mais Ruggiero refusa, craignant de mettre en danger ses amis. Avant l'inculpation de Castellano, Gravano fut approché par Robert Di Bernardo, un membre des Gambino qui agissait comme intermédiaire pour Gotti. Di Bernardo informa Gravano que Gotti et Ruggiero souhaitaient le rencontrer dans le Queens. À son arrivée, seul Ruggiero était présent. Ruggiero lui expliqua que lui et Gotti prévoyaient de tuer Castellano et demanda le soutien de Gravano. Gravano resta d'abord hésitant, souhaitant consulter Frank De Ciccio. Les 2 hommes craignaient que Castellano désigne son neveu Thomas Tommy Gambino comme boss par intérim et son chauffeur Thomas Tommy Bilotti comme underboss en cas de condamnation. Aucun des 2 ne leur semblait digne de diriger la famille et ils décidèrent finalement de soutenir le meurtre de Castellano. Après la mort de Castellano, Gravano souhaitait initialement que Frank De Ciccio devienne le nouveau boss. Mais De Ciccio estimait que l'ego de Jane Gotti était trop grand pour accepter un rôle de subordonné. Il argumenta que l'audace, l'intelligence et le charisme de Gotti faisaient de lui un candidat idéal pour diriger la famille et convainquit Gravano de lui laisser sa chance. De Ciccio et Gravano conclurent un pacte secret. Si après 1 an ils étaient insatisfaits du leadership de Gotti, ils tueraient ce dernier pour prendre le contrôle de la famille. Gravano devenant sous-boss. La première étape fut de rencontrer d'autres membres de la famille Gambino, majoritairement mécontents sous Castellano, afin de gagner leur soutien pour l'assassinat. Ils recrutèrent également Joseph Paine Harmon, un capot respecté dont l'appui était crucial pour rallier les partisans de Castellano à la nouvelle direction. Il fallait ensuite obtenir l'accord des autres familles mafieuses. Dans la mafia, tuer un boss sans le soutien de la majorité de la commission est strictement interdit. Les conspirateurs obtiennent donc le soutien de figures influentes des familles Lucchese, Colombo et Bonanno, tout en évitant de contacter les Genovese, proches alliés de Castellano, pour ne pas éveiller les soupçons.
Avec la mort de Della Croce le 2 décembre 85, le dernier obstacle à un coup contre Castellano fut levé. Furieux que Castellano n'ait pas assisté aux funérailles de son mentor, Gotti décida d'agir rapidement. Le 16 décembre 1985, Castellano invita Do Ciccio à une réunion au Spark Steakhouse à Manhattan en compagnie de plusieurs capots. Le restaurant fut choisi pour sa forte affluence de fin d'année, facilitant la discrétion des assassins. Gotti et Gravano arrivèrent peu avant 17h. Vers 17h30, Gravano repéra la Lincoln Town Car de Castellano à un carrefour voisin et alerta les tireurs via talkie-walkie. Le chauffeur de Castellano, Thomas Bilotti, stoppa devant l'entrée. Castellano et Bilotti furent alors pris pour cible et abattus dans une rafale de balles. Gotti, calme, passa en voiture devant la scène. Gravano, regardant le corps de Bilotti depuis la fenêtre passager, remarqua simplement « Il est parti ». Après la mort de Castellano, le consigliere des Gambino, Joseph N. Gallo, le seul membre survivant de la hiérarchie, forma un comité de 3 hommes pour gérer temporairement la famille, composé de lui-même, de John Gotti et de Frank De Ciccio. Cependant, il était de notoriété publique que Gotti agissait en tant que boss de facto, et presque tous les capots savaient qu'il était à l'origine de l'assassinat. Le 15 janvier 1986, Gotti fut officiellement proclamé nouveau chef de la famille Gambino, lors d'une réunion réunissant 20 capots. Gotti nomma Do Ciccio underboss et éleva Sammy Gravano au rang de capo, après que Todo Aurelio ait annoncé son souhait de se retirer. Le 13 avril 1986, Do Ciccio fut tué lorsqu'une bombe fit exploser sa voiture suite à une visite chez le loyaliste de Castellano, James Failla. L'attentat avait été orchestré par Victor Vic Amuso et Anthony Gaspip Cazzo de la famille Lucchese, sous les ordres de Vincent Gigante et du boss Lucchese, Anthony Tony Dux Corallo, pour venger Castellano et Bilotti en éliminant leurs successeurs. Ce jour-là, Gotti avait également prévu de se rendre chez Failla, mais il annula sa visite. La bombe explosa quand Do Ciccio, en allant chercher la carte d'un avocat dans sa voiture, s'installa sur le siège passager. L'usage de bombes était depuis longtemps interdit par la mafia par crainte de mettre des innocents en danger. Les Gambino soupçonnèrent donc initialement les Zips, mafiosi siciliens opérant aux États-Unis, réputés pour leurs utilisations fréquentes d'explosifs. La première cible sur la liste de Sammy Gravano après l'assassinat de Castellano fut Nicolas Nicky Cowboys Mormondo, un ancien membre de son crew. Mormondo était devenu dépendant au crack et Gravano le soupçonnait d'avoir entraîné son ami et coéquipier Michael DeBat dans la même dépendance. Considérant le comportement imprudent de Mormondo, notamment le fait d'avoir rendu DeBat accro à la drogue, Gravano obtient l'autorisation de John Gotti pour éliminer Mormondo. L'exécution fut planifiée sur le chemin d'une réunion au restaurant de Gravano. Après avoir assuré à Mormondo qu'il serait en sécurité, Gravano lui demanda de prendre Joseph Holmain Paruta en chemin. Paruta monta sur le siège arrière et tira 2 balles dans la tête de Mormondo. Le corps fut ensuite abandonné dans un terrain vague où il fut découvert le lendemain. En mai 1986, John Gotti fut emprisonné en attendant son procès pour violation du RICO. Pendant son incarcération, il s'appuya fortement sur Sammy Gravano, Angelo Ruggiero et Joseph Harmon pour gérer les affaires quotidiennes de la famille depuis sa cellule. En juin, Gravano fut approché par Ruggiero et prétendument sur ordre de Gotti, chargé d'assassiner le capot Robert Di Bernardo, qui avait fait des remarques négatives sur la direction de Gotti. Gravano, ami de Di Bernardo, tenta de faire annuler l'ordre, jusqu'à pouvoir parler à Gotti après le procès. Après discussion avec Harmon, il comprit que Gotti voulait vraiment que Di Bernardo soit éliminé. Gravano organisait une rencontre où Joe Paruta, membre de son crew, tira 2 balles dans la tête de Di Bernardo, pendant que Gravano observait. Il apprit plus tard que Ruggiero avait une dette de $250,000 envers Di Bernardo et avait peut-être inventé ou déformé les ordres pour effacer sa dette et améliorer sa position dans la famille. Quoi qu'il en soit, la mort de Di Bernardo permit à Gravano de prendre le contrôle du Teamster local 282. Le procès de Gotti se solda par un mistrial et le chef fut libéré. Entre 86 et 87, Gravano organisa plusieurs assassinats avec l'autorisation de Gotti. Pendant cette période, il participa indirectement à la manipulation du jury lors du procès pour racket de 87, obtenant l'acquittement de Gotti et de ses co-accusés. Ce succès renforça la réputation de Gotti surnommé The Teflon Don par les médias américains. Avec la mort de Do Ciccio, la famille Gambino se retrouva sans sous-chef. Gotti nomma Joseph Harmon pour combler ce poste. En 87, Gravano remplaça Gallo en tant que consigliere, puis fut promu sous-chef en 90. À ce moment, Gravano était reconnu comme une force montante dans le secteur de la construction,
fréquentant les cadres d'entreprises et responsables syndicaux à son restaurant. Cette ascension rapide attira l'attention du FBI qui le mit sous surveillance. Gravano commença également à ressentir une jalousie croissante de Gotti face à la rentabilité de ses activités légitimes. Malgré cela, Gravano affirma reverser à Gotti plus de 2 millions de dollars par an, uniquement grâce à ses activités syndicales. À partir de janvier 88, Gotti imposa contre l'avis de Gravano des réunions hebdomadaires avec tous les capos au Ravenite Social Club. En décembre 1990, Sammy Gravano, John Gotti et Frank Locaccio furent arrêtés lors d'une descente du FBI et du NYPD au Ravenite Social Club, où des micros avaient été placés dans la salle principale, le couloir du premier étage et l'appartement du dessus. Gravano plaida coupable à une accusation de racket étendue, tandis que Gotti fut inculpé pour 5 meurtres. Castellano, Bilotti, Di Bernardo, Liberio Milito et Louis Di Bono. Conspiration pour tuer le capot de la famille De Cavalcanti, Gaetano Corchi Vastola, ainsi que pour usure, jeu illégal, obstruction à la justice, corruption et fraude fiscale. Les enregistrements réalisés au Ravenite créèrent un fossé entre Gotti et Gravano. Les conversations révélaient que Gotti considérait Gravano comme trop avide et envisageait de le faire accuser comme principal responsable des meurtres de Di Bernardo, Milito et Di Bono. Les tentatives de réconciliation échouèrent, laissant Gravano désabusé et méfiant, doutant de sa capacité à gagner son procès sans son ancien avocat, Girald Chargel. Finalement, Gravano décida de coopérer avec la justice, acceptant de témoigner le 13 novembre 1991. Le procès de Gotti et Locaccio se déroula avec un jury anonymisé, une première pour un procès fédéral à Brooklyn, en raison de la réputation de Gotti pour manipuler les jurys. Lors de l'ouverture du procès en février 1992, les procureurs présentèrent des enregistrements montrant Gotti discuter des activités criminelles de la famille, y compris les meurtres qu'il avait approuvés. Gravano témoigna le 2 mars 1992, confirmant la structure de la famille Gambino et détaillant le complot pour assassiner Castellano, décrivant le meurtre et ses suites. Il avoua 19 meurtres, impliquant Gotti dans 4 d'entre eux. Malgré le contre-interrogatoire, les avocats de Gotti et Locaccio ne réussirent pas à le déstabiliser. Le 23 juin 1992, le juge Glasser condamna Gotti et Locaccio à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle et à une amende de 250 000 $. Gravano, quant à lui, fut condamné le 26 septembre 1994 à 5 ans de prison, mais ayant déjà purgé 4 ans, sa peine effective fut moins d'1 an. La clémence du juge fut motivée par l'importance de sa coopération. 37 condamnations, 9 personnes en attente de procès et 8 démissions syndicales étaient directement liées à son témoignage. Au total, Gravano dénonça 29 membres de la mafia dont Gotti et Locaccio, des capitaines et soldats de la famille Gambino, ainsi que des membres des familles Colombo, Genovese et De Cavalcanti. Sa coopération transforma profondément la lutte contre la mafia new-yorkaise et marqua un tournant historique dans l'histoire des affaires criminelles aux États-Unis.